Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouveau Mercato Live du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Serge. Salut mon copain. Salut tout le monde. Alors, est-ce que t'es chaud dans cette dernière ligne droite du Mercato pour parler justement transfert et Mercato? Pour ce petit Mercato Live, t'es chaud? Oui, normal. C'est la dernière ligne droite. C'est ça que j'adore. T'es toujours chaud. T'es toujours chaud pour parler. Toujours chaud pour parler, mon Sergio. Bon, alors je te propose le premier sujet et ça va te parler, je pense. C'est Wilfried Singo à Galatasaray et on pose la question est-ce que c'est une belle vente ou une grosse perte sportive? Moi, j'ai été déçu. Les premiers mois, ils étaient intéressants, mais là pour moi, c'est une belle vente. Tu vois, voilà. Il nous a fait des coups de sombrero, des trucs un peu rigolos. C'était contre le PSG en plus qu'il fait son jet. Ouais. Ah bah c'est son match référence, hein. Son match entre les crampons sur Donnarumma plus son coup du sombrero Chuck Bar. Oui, là c'est sûr que plus ces 2-3 papes de 30 mètres dans l'année là. Je crois qu'il en a mis une ou deux. Donc toi, spontanément, t'es pas si déçu que ça en tant que supporter monégasque du départ de Singo? Non, pas du tout. C'était un bon défenseur, mais on a pêché défensivement dans l'aile. Tu vas dire, c'est les gardiens qui ont été en difficulté. Mais même dans l'axe défensif, il n'y a pas de sérénité. Et en parallèle, on vient de perdre quelqu'un qui aussi aide bien les adversaires. Tu vois, c'est un copain à toi là, Mawassa. Pourquoi tu dis ça? Parce que là, en gros, ça veut dire que Monaco se retrouve vraiment dépeuplé. D'ailleurs, et après, je pense qu'il y a moyen qu'on se mette à aller chercher quelques joueurs en fin de mercato, nous aussi pour la Champions League. Ouais. Le seul truc qui plombe, c'est quand tu vois un jeune qui est formé au club, c'est que au niveau des inscriptions à la Champions League, tu perds tes 8 joueurs formés en France, quoi. Tu en perds un. Donc là, t'en perds un qui était formé chez toi. Et sportivement, Singo, alors, moi, t'as l'air de balayer d'un revers de main. Bon, ok, c'est pas si grave que ça. Il était bon au début, mais pas tant que ça. Maintenant, moi, d'un point de vue extérieur, je vois pas tous les matchs de Monaco, mais sur ce que j'ai pu voir, Singo, pour moi, c'était quand même plus ou moins une valeur sûre de l'effectif. Donc, moi, quand je vois il était pas titulaire. Il était pas titulaire. Après, dans un 3-5-2, comme ça essaie de s'articuler avec Hutter, il était intéressant dans l'axe. Et des fois, il pouvait dépanner à droite. Mais sachant qu'il y a beaucoup de rotation, moi, perso, je fais confiance au staff. On est dans une année particulière où les droits de télé en France, c'est famélique. Les Monaco, ils ont pas des revenus qui tirent du stade Louis II. Donc, il faut que tu trouves d'autres ressources. Là, tu te retrouves avec Akliouche en 30 et quelques, Singo, Mawissa. Moi, je comprends toujours pas qu'on n'ait pas réussi à brader Krépin Diatta même à un club. Tu vois, moi, j'aurais bien envoyé Krépin Diatta à Neom, là. Tu sais quoi? Ça m'étonnait qu'on n'ait pas un petit truc sur Krépin Diatta, normal, c'était logique. Mais attends, juste quand même, parce que l'année dernière, t'as l'air de dire que bon, Singo, il avait fait des bons matchs, mais bon, pas tant que ça. L'année dernière, il fait quand même 35 matchs. Je partage les stats. 35 matchs, 3 buts, 3 passes D. Et, on va dire, sur sa période monégasque, moi, je te trouve dur quand même. Moi, je l'ai trouvé quand même plutôt intéressant de ce qu'on avait vu. Ouais, c'est ce que tu dis, il est intéressant, mais c'est pas, tu le regrettes pas. Non, je regrette pas parce que c'est la force de Monaco l'année dernière, c'est pas l'assurance défensive. Voilà, on n'a pas de sérénité. Le nombre de matchs où on mène, ça s'est encore vu, on l'a regardé un peu en direct, le match contre le Havre. Tu mènes 2-0 tranquillement et tu réussis à te faire peur pour rien contre une équipe hyper moyenne. Justement, attends, parce que je revérifie, mais ce match-là, Singo, il le joue pas. On regarde. Non, il le joue pas. C'est Tézé qui le joue. Et là, quand tu regardes un petit peu l'effectif de Monaco, tu vois, là, je l'ai sous les yeux. Défensivement, il y a un Thilo Kehrer, un Eric Dyer, un Mohamed Salissou,
un Jordan Tézé et un Kassoum Ouattara, moi je te le dis, un Wilfried Singo là-dedans, ça va manquer, moi je trouve. Hein. Alors après, t'as raison. Peut-être que d'ici là, ils peuvent le remplacer par un nom cohérent et qui peut, parce que ça fait 20 millions qui rentrent. Donc il y a une belle, Mais c'est dit, plus Mawissa qui est parti et donc du coup tu te retrouves avec 20 millions de plus encore, plus le bonus parce qu'il a 21 ans. Donc là, ça veut dire que là, Monaco va être obligé d'acheter derrière. Dans ces deux, trois par exemple, un mec comme, vu qu'on joue à 3 derrière, tout à l'heure on discutait dans le groupe d'Akanji, si tu penses, c'est pas en français, t'es exempté des impôts, si tu vas le chercher, ben, tu te fais un Akanji. Ah, c'est pas mal, hein. Un Akanji, c'est à l'image de Monaco, qui chercherait plutôt un gars un peu d'expérience, un peu sûr. Ouais, oui, avec d'ailleurs, ouais. Tu récupères, parce que d'ailleurs, ok, ça reste un nom qui peut, pour la Ligue 1, fera l'affaire. Par contre, pour la Ligue des Champions, si Monaco a un peu d'ambition et espère un petit peu, on va dire, arriver en barrage, voire en 8e, ouais, il va falloir un défenseur, parce que sinon, le simple Thilo Kehrer comme base de la défense, ça me paraît déjà, Thilo Kehrer, il a le brassard, mais niveau leadership, bon, tu vas me jouer en équipe d'Allemagne. Je suis assez d'accord avec toi. Donc, bon, après avoir, parce que Monaco, généralement, arrive à toujours bien cibler. Oui, les petits jeunes derrière, si on l'a vendu, ça veut dire que les jeunes derrière, ça c'est ce que je me dis. Je me dis pareil. Je me dis, si Monaco, voilà, si Monaco a décidé de le vendre, c'est que justement, ils doivent avoir un plan B derrière. Mais, autant au milieu, on n'a vraiment pas ouais. On était en live hein, quand notre ami suisse est sorti. Je t'ai dit, mais c'est du n'importe quoi. À quel moment tu le sors? Dès qu'il a foutu son pied hors du terrain, c'est devenu la panique à bord et le Havre, ils sont devenus, je sais pas, j'ai l'impression que c'est ça. Donc là, toi, pour trancher, pour terminer notre débat, toi, à la limite, ça serait un milieu de terrain type Zakaria qui partait. Là, t'aurais été vraiment. La fin des temps, je l'avais dit en direct. On perd Zakaria. En plus, tu t'es moqué de moi parce que durant tout le match, tu t'es dit, Denis Zakaria, il stabilise, il fait tout. Il est sorti, c'est devenu la panique. Et le soir même, on apprend qu'il va être vendu. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Maintenant, bon, voilà. Moi, j'entends juste, Shingo, il n'y a pas péril en la demeure et tu fais confiance à Monaco pour le remplacer d'ici là. Bon, voilà, parce que c'est pas notre point fort, la défense, donc voilà, c'est pas. Ok, ouais, ça me va. Ça me va. Bon, allez, je te propose le sujet suivant. Le sujet suivant, c'est Rasmus Højlund, proche du Napoli. Alors, c'est quasiment fait, mais au moment où on enregistre, c'est pas encore officiel. Et on pose la question, est-ce que c'est le club idéal pour relancer sa carrière? Qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'il aura un passeur 5 étoiles, tu vois, avec lui, Kevin De Bruyne. Ah oui, c'est vrai que là, pour le coup, il a un mec normalement qui va lui donner des galettes. Mais est-ce que Højlund, après sa période super compliquée à Manchester, c'est le meilleur choix pour se relancer, d'aller au Napoli, qui va jouer la Ligue des Champions et qui a des ambitions élevées? Est-ce que le Napoli il a vraiment des ambitions élevées? Est-ce que le titre l'année dernière n'était pas déjà miraculeux comme il y a plusieurs années? C'est une bonne question. Est-ce que t'as raison? Est-ce que le Napoli a encore faim, on va dire, après avoir remporté ce deuxième titre en 3 ans, parce qu'il y avait eu celui qui fallait prendre avant. Donc les Napolitains, ils sont pas habitués à gagner. Ils sont pas habitués. Là, je pense qu'ils sont comme les supporters d'un club de la capitale là. Donc tout au monde que je sais pas. Je ne vois pas de qui tu parles. La capitale française. Le club qui est champion du monde. Tu vas me dire, il y en a beaucoup. Ah oui, celui qui a perdu en finale de Coupe du Monde des clubs. Ah, d'accord. Voilà, alors oui, c'est vrai. Non mais passons la blague. On va dire que tu penses que le Napoli plus on va pas se mentir, Højlund c'est pas un choix numéro 1. Il vient à la base parce que Lukaku est blessé. Si Lukaku est pas blessé, Højlund vient pas. Donc est-ce que vraiment pour relancer ta carrière, c'est bien d'être, on va dire, le remplaçant de Lukaku pendant quelques mois? Moi, je pense qu'il aurait dû choisir un club qui vraiment mise sur lui, on va dire sur l'avenir. Maintenant, peut-être que Lukaku, il fera qu'un an. Mais pour moi, venir en tant que remplaçant de Lukaku, je sais pas. Moi, je le sens pas pour Højlund. Moi, ça lui met moins de pression quelque part du résultat. C'est que la pression, elle sera personnelle dans le sens de retrouver
Après, il connaît le foot italien. On est dans un dispositif tactique. T'as raison. Des plans de jeu qui, voilà. T'as raison sur ça. Il connaît le football italien et ça peut être un plus pour un gars qui, je vais partager les stats. L'année dernière, c'est 52 matchs, 10 buts et 4 passes décisives. Donc, pour un numéro 9, clairement, c'est pas, il y a un souci, tu vois. Maintenant, après, il a commencé combien de matchs? Voilà, il faudrait faire le ratio par rapport au. T'as raison. Et ça, d'ailleurs, je pense c'est ce qu'on fera sur les prochains, c'est arriver à placer le nombre de minutes parce que c'est aussi un élément. Pour les attaquants, tu vois, autant pour les défensifs, souvent, s'ils mettent des buts et sur les matchs, c'est que, ils les ont fait quasiment en entier. Mais un attaquant. Mais oui, là pour un Højlund, peut-être que oui, il joue pas les 52 matchs en question titulaire. Maintenant, voilà, on a vu, je pense, les uns et les autres, même sans suivre Manchester United régulièrement, il y a eu des ratés, il y a eu des matchs où vraiment il est passé à côté. La saison, alors c'est pas le seul, parce que Manchester, c'est quand même un bon bourbier, on le dit assez souvent depuis quelques semaines. C'est vraiment compliqué, le recrutement, l'effectif, même le coach. On sent, t'as l'impression à certains moments qu'il est perdu. Donc voilà, il fallait relancer le soldat Højlund. Maintenant, moi je dis ok, tu vois, autant la Serie A, je dis pas non, mais tu vois l'Atalanta qui perdait Retegui et qui cherchait un numéro 9, bah moi j'aurais été à l'Atalanta beaucoup plus. Alors certes, c'est peut-être une régression, mais par contre sportivement, tu retournes à un endroit que tu connais et dans lequel il y a des chances que tu puisses relancer vraiment ta carrière. Le Napoli, pour moi, il y a un point d'interrogation. Oui, mais après, Atalanta, t'as un problème de vestiaire en ce moment, potentiellement, peut-être aussi, quand il a quitté. T'as raison, peut-être. Il a vu le truc se dégrader aussi, tu vois, voilà. Un autre club anglais, tu l'aurais pas vu par exemple, dans un autre club de première ligue. Tu l'aurais pas vu, par exemple? Non, mais je pense que son expérience anglaise, s'il est parti de là, c'est que c'est pas un foot qui lui convient au fond. Je pense qu'il y allait parce que c'était Manchester, mais c'est pas un foot qui lui convient. De mémoire, le PSG était sur lui aussi, non? Quand il était à Toronto. Ils étaient sur lui avant qu'il signe à Manchester. Depuis ça c'est. C'est pas le premier idiot qui a fait le choix idiot. Avec le recul de refuser Luis Enrique pour s'embourber dans un truc de sauveteur de Manchester. Ah bah c'est sûr que là, à terme, 2 ans après, oui, je pense qu'il regrette un petit peu d'être parti à Manchester plutôt qu'au PSG. Et en Bundesliga, tu l'aurais pas vu, par exemple. Alors, on sait que, alors, le Bayern, c'est compliqué parce que t'as un Kane et Kane joue tous les matchs. Donc là, pour le coup, tu fais vraiment. Mais, je sais pas, un Leverkusen, un Dortmund, ce type de. Mais est-ce que c'est des clubs qui veulent lancer des joueurs? Ils sont pas là pour ils sont là pour lancer des gens et les vendre hyper cher à des Liverpool et autres. Ils sont pas là pour relancer la carrière des mecs qui sont déjà perdus. Tu vois, c'est pas trop la politique des deuxièmes clubs allemands, tu vois, voilà. C'est vrai. Maintenant, tu vois, par exemple, je suis d'accord avec toi. L'idée, c'est plus de sortir et d'aller chercher la pépite ou de la former. Maintenant, ils peuvent aussi, tu vois, Leverkusen, l'année dernière, va chercher un Martin Terrier, par exemple. Et Martin Terrier, c'est pas. Oui, mais c'est un très bon joueur de Ligue 1 qui vient comme doublure et qui fait tous les postes et qui va dépanner. On sait qu'il sera pas titulaire. Voilà. Non, t'as raison, il n'arrive pas avec le même poste. Non, c'est un mauvais exemple, Terrier. Mais bon, toi, spontanément, si je comprends bien, la Serie A et le Napoli en question, ça pouvait coller. Mais par exemple, dernier point, il y a le Milan qui cherche un attaquant depuis maintenant plusieurs semaines. On a parlé de Vlahovic, on a parlé de Dovbyk et Højlund était cité. Par exemple, à Milan, tu penses que ça aurait pas pu avoir plus de sens parce que là, pour le coup, c'était pas juste pour un remplacement. Si Milan le prenait, c'était vraiment pour miser sur lui. Ben, il y a la C1 et il y a la pression du Milan. Et je crois que on est des villes voisines, c'est des rivaux lombards quand même. Oui, Bergame et Milan, oui, il y a un petit truc. Maintenant, bon, ok. Moi, je vois bien, j'ai essayé de te relancer sur plusieurs destinations. Non, t'es resté solide sur tes appuis pour me dire que le Napoli, c'était la bonne solution. Bon, bah, ok, hein. Oui, c'est la solution où il y a le moins de pression. C'est juste, pour moi, c'est ça. Tu vas, par contre, quand t'es exposé, tu vas jouer la C1, tu vas retrouver une ambiance quand même d'objectifs élevés.
et dans un groupe quand même qui est dense, qui se connaît et qui est pas un peu, parce que tous les clubs qu'on a un peu cités, c'est des clubs qui sont un peu, le vestiaire n'est pas stable et il y a quand même des choses à régler. Alors que là, il va se retrouver dans une équipe qui a quasiment perdu personne. Tu vois, le Napoli. Ah oui, non. Mais c'est pour ça que je te disais que je pense qu'il y a un côté encore un peu ambitieux. Maintenant, tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce qu'ils auront encore faim? Écoute, on verra. En tout cas, moi, je note sur Højlund, tu trembles pas, t'es solide sur les appuis. Bon, je vais te proposer le prochain sujet. Peut-être que tu vas un peu plus vaciller sur le prochain. Le prochain, c'est Lassine Sinayoko, convoité par plusieurs clubs de Ligue 1, dont le RC Lens. Et on pose la question, que doit faire l'attaquant malien de l'AJ Auxerre? Qu'est-ce que tu ferais à sa place, toi? Lens, ça joue l'Europa League, non? Non. Non, il n'y a pas de Coupe d'Europe cette année à Lens. Il n'y a pas de Coupe d'Europe. Mais là, avec le départ plus ambitieux que qu'Auxerre, normalement. Oui. Après, il peut toujours partir en janvier, en retournant de la CAN. Ouais, alors ok, mais je pense que tu vois, je vais montrer les stats tout de suite. Je pense que le creux du problème, en fait, il est sur la durée, sur la fin du contrat. La fin du contrat, elle est en 30 juin 2026, donc dans un an. Donc en gros, là, on a bien compris. Auxerre, ils ont envie de passer à la caisse et récupérer un petit quelque chose et pas se retrouver à la fin de la saison comme tu proposes toi, même à la limite au mois de janvier. S'il part en janvier, il va partir pour quoi? 500 000, 1 million d'euros. Il va pas partir pour grand chose. S'il part en Angleterre et que les gars sont sympas, ils donnent quelque chose. Oui, c'est vrai qu'après, en même temps, l'argent en Angleterre, c'est de l'argent de poche. Donc, ok, vas-y, pourquoi pas. Mais toi, si t'es Sinayoko, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au bras de fer pour vraiment partir, parce que là, t'as une belle opportunité de signer à Lens, ou tu finis ta saison? Tu peux même finir en championship, hein? Oui, il se fatigue. Mais toi, tu le vois pas rester. Tu le vois pas rester à Auxerre. Je le vois rester parce que justement, il y avait, je crois qu'il y a eu 2-3 jours, on disait qu'il a recommencé à s'entraîner, il a rejoint le groupe et autres, donc et que Lens limite se désengageait par rapport au prix qui était demandé. Ok, donc toi tu crois pas, on va dire à l'espèce de ce qu'on a l'habitude à certains moments d'avoir dans la fin de mercato, une dernière offre de dernière minute. Ouais, je pense que le club va quand même lancer va tenter un truc en fin de mercato parce qu'il leur manque un finisseur. Ah oui, il leur manque un finisseur. Ouais, d'accord. Ouais. Après, là, je vais repartager les stats. Faudrait pas se tromper non plus sur Sinayoko. Hein. Sinayoko, il a 35 matchs, 5 buts et 9 passes D. Donc, c'est pas le finisseur de dingo quand même, tu vois. Oui. Mais ça reste un joueur important et qui semble en progression. Mais si le mec sa quinzaine de buts en championnat, c'est signé dans un championnat où il y a 34 journées au lieu de 38. Une quinzaine de buts, c'est vraiment bien. Ah mais non, mais là, s'il termine à la quinzaine de buts, je pense que c'est même plus le RC Lens qui, à la fin de la saison, va aller le chercher. Donc, pour moi, oui, ça reste encore un joueur intéressant qui va avoir 26 ans en décembre. Donc, on va dire peut-être que la marge de progression, elle est encore visible et il peut encore continuer de progresser. Moi, par contre, je vais te dire, à sa place, moi, je finis la saison à Auxerre et je me retrouve, si c'est possible, encore une fois, je me retrouve en fin de saison avec la possibilité de choisir mon club. Tu l'as dit, il y a la CAN cet hiver, donc il peut peut-être aussi briller un peu à la CAN et faire monter sa cote et réellement avoir un club meilleur que Lens. Pour moi, je pense qu'il peut espérer de viser plus. Oui, mais le truc, c'est que Auxerre, ils vont pas laisser filer de l'argent. Et en plus, ils se disent, non seulement il va nous échapper, en plus il va partir à la CAN pendant un mois et demi. Parce que le Mali, ils ont une équipe correcte. Voilà, tu vois. Donc toi, dans cette histoire, toi, tu fais quoi, toi? Si t'es Sinayoko, tu fais quoi? Tu vas vraiment Sinayoko, ben, tu veux signer, tu veux rester jusqu'en fin d'année et prendre ta prime à la signature, ça c'est sûr. Mais si t'es Auxerre, t'as envie quand même d'avoir une bonne vente. Le truc ces derniers temps, c'est que le joueur, dans un système esclavagiste, faut quand même que le joueur s'y retrouve aussi. Ah, le joueur, il faut qu'il s'y retrouve. Maintenant, moi, je suis Auxerre. Je suis vraiment aussi un peu plus entre deux chaises parce que certes, d'un côté, j'ai envie de récupérer un peu d'argent sur le joueur,
pour boucler le budget ou pour peut-être même avoir de l'argent pour lui trouver un successeur. Mais de l'autre, tu perds un gars qui est inséré dans l'effectif, qui s'entend super bien avec ses coéquipiers, qui est plutôt sur une phase ascendante. Donc là, si t'es Auxerre, ok, certes, il y a ce petit pactole que tu vas récupérer. Après, on se trompe pas, hein, Transfermarkt le valorise à 4 millions d'euros. Hein. Donc on n'est pas on n'est pas sur un gros chèque. Si tu récupères tes 4 millions, mais que derrière tu perds sportivement, moi je serais Auxerre, moi je réfléchirais et quitte à, ok, peut-être ne rien récupérer, mais sportivement, voilà, t'es quand même pas assuré de finir en Ligue 1, mais d'avoir toutes tes chances pour arriver à te maintenir correctement. Là, tu perds Sinayoko dans les 2 derniers jours du mercato. Bon courage pour arriver à le replacer parce qu'en plus, t'auras pas un budget extraordinaire. Tu vois, Auxerre va pas avoir un budget extraordinaire pour aller chercher un gars. Donc, moi, je le garderai. Mais comme tu l'as dit, il n'a pas l'air irremplaçant, tu vois, voilà, c'est juste au club de peser le pour et le contre. Là, je n'ai pas de nom qui viennent à l'esprit comme ça, par lesquels on pourrait le remplacer. Non plus. Avant de préparer le débat, on sait qu'il y a juste un Camerounais, d'ailleurs, qui est arrivé, Dani Namazo, qui était à Porto, qui est arrivé, mais est-ce que ça suffit juste? Comme on l'a dit, en plus, Auxerre, ils ont perdu Gaëtan Perrin, ils ont perdu Jubal, ils ont perdu plusieurs joueurs. Donc là, tu perds Sinayoko en dernière ligne. Bon, là, franchement, je pense que c'est compliqué. Donc moi, je serais eux. On va conclure là-dessus. Moi, je serais eux, je le garderais. Et ok, tu perds une petite indemnité. Ils vont chercher après le bourrin Moumania. Ah, alors Faris Moumbagna, normalement, ça doit aller à la Cremonese. Mais bon, pour l'instant, c'est ce qu'on a eu en début de semaine, mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'officialisation, on l'a pas eu avec le maillot. Et toi, t'irais plus à la limite, ouais, tu lâches Sinayoko et tu vas chercher Faris. Bah oui. Je suis pas sûr qu'il veuille gagner au change, hein, parce que Faris, il est dans mon cœur, hein, Faris, hein. Mais c'est quand même pas non plus régalade balle au pied, hein, Faris, hein, quand même. Hein. Mais justement, dans des clubs comme aussi, on ne demande pas des mecs qui régaladent. On demande juste que le mec il campe là-bas et le ballon qu'il a, il essaye de planter, voilà. Ok, non, mais je vois que tu essaies de placer Faris. Écoute, on verra bien, ça sera peut-être une option. Mais pour l'instant, normalement, c'est la Serie A pour Faris. Bon, allez, je te propose le prochain sujet. Il est peut-être un peu plus engageant, peut-être le prochain sujet. On va quitter la Ligue 1 pour aller en Liga et on va s'arrêter sur Chelsea propose 50 millions d'euros pour Fermin Lopez. Pose la question, est-ce que le Barça doit accepter de le laisser partir? Bah, le Barça, ils ont des problèmes d'argent. Ils devraient accepter quand on leur donne 50 millions. Ok, alors ça, ok. Si c'était juste ça, ok, vas-y, pas de problème, ça peut s'entendre. Maintenant, sportivement, là on met de côté le financier. Là on parle juste sportivement. Est-ce que le Barça a pas besoin aussi de mecs dans sa rotation pour pouvoir aussi faire les 60 matchs pendant l'année avec un jeu énergivore? Et un Fermin Lopez, je pense que c'est quand même une chance en moins dans ton effectif si tu le perds pour dans la dernière l'année dernière, c'est bon. T'as Rafinha, t'as Daniel Mo, t'as Lewandowski, t'as Yamal. Tu peux toujours avoir un jeune de la Masia qui traîne par là. Que tu vas lancer, et voilà, t'en as 4 pour 3 postes. Oui, tu vas me dire, avec les 5 remplacements, est-ce qu'il n'y aurait pas une vraie doublure à Lewandowski à les trouver au lieu de Lopez? Ça, c'est une vraie question. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que le Barça a sous-estimé la question du remplaçant de Lewandowski. On l'a vu l'année dernière, Lewandowski, dans le Money Time, il se blesse. Il est pas là. Et pour le coup, contre l'Inter, je pense que si tu as un Lewandowski à 100%, ça peut peut-être faire la différence. Ils se sont retrouvés avec Ferran Torres. Ok, maintenant, je dis pas que Fermin Lopez, c'est un titulaire indiscutable du Barça. Bien sûr, il y a d'autres joueurs qui lui passent devant. Maintenant, l'année dernière, c'est quand même un mec qui te fait 46 matchs, qui te met 8 buts, qui te met 10 passes. Avec le Barça, maintenant, il en est à 89 matchs. C'est 22 ans et c'est un gars qui, pour moi, il est pas du tout arrivé à son max. Donc je pense c'est sûr qu'il est pas arrivé à son max, mais il va faire la doublure encore pendant un an minima.
Et donc pour toi, la doublure, ça suffit. Enfin, la doublure à 50 millions. Il faut vraiment commencer à jouer et pas être dans des rotations comme ça qui te font pas grandir. Parce que là, on sait que limite le quatuor devant, c'est Olmo, Lewandowski, Rafinha et Yamal, tu vois, voilà. Tu prends des bouts de match, voilà, tu vas marquer parce que les équipes en face, soit elles ont subi et du coup tu rebondis, soit voilà, on te met et tu fais souffler les autres par rapport à la Champions League. Ok, d'accord. Donc toi, Lopez, c'est même limite sans on va dire sans sentiment. 50 millions, mais oui, tu sautes dessus, sachant que le Barça, ils ont des problèmes d'argent. Voilà, c'est pas. Ok, d'accord. Donc aucun sentiment pour l'ami Fermín Lopez. Écoute, t'es gentil, t'es une valeur marchande, mais on va pas aller plus loin, quoi. Ben oui, mais c'est le foot. Je pense que t'as certains supporters barcelonais, pour le coup, qui vont pas avoir la même la même lecture. Ah ouais. Parce que je trouve quand même que c'est un profil intéressant. Alors ok, peut-être que c'est pas le joueur auquel on pense directement, même dans les gamins de la Masia. On pense peut-être plus à Gavi, à Pedri, à Koubarsi ou à ce genre. Mais pour moi, Fermín Lopez, moi il m'a impressionné ces derniers mois. Et j'ai trouvé que ce gars-là méritait plus de temps de jeu. Donc le perdre à Chelsea. Et puis après, dernière question. Est-ce que pour lui, c'est une bonne chose d'aller à Chelsea? Il va aller faire quoi là-bas? Parce que Chelsea sont en train de faire une épuration. Nicolas Jackson, ils veulent s'en débarrasser. Kunku est parti. Ils ont plus de 300 millions de ventes et ils veulent encore vendre un tout petit peu. Xavi Simons leur a échappé. Mais oui, tu peux. Oui, parce que on se moquait de Chelsea de leur trop d'effectifs. À mon avis, d'ici dimanche, ils auront encore fait 4 ou 5 ventes. Ok. Donc ça va dans le sens. C'est-à-dire que s'ils refont encore 4 ou 5 ventes, mais qu'ils vont faire aussi 4 ou 5 achats, le Fermín Lopez. Non, ils n'ont pas fait 4 ou 5 achats. Tu l'as bien vu. Dans cette semaine, ils ont vendu. Et là, ils doivent encore se débarrasser de Dissassi et Badiachil. Bon courage pour eux. Bon courage, parce que pour arriver à les revendre, bon courage. Mais donc, ok, d'accord. Toi, t'es pas du tout, on va dire, inquiet pour le Barça. Le Barça s'en remettra. Et au contraire, les Barça, ils ont besoin de liquidité aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est juste ça que tu vois, c'est qu'en fait, ils ont besoin de cash, que sportivement, ils vont pas se retrouver mal. Donc, au final, ça peut passer. Ça peut coller. Ok. Bon, ok, après tout, moi je le voyais quand même un peu plus compliqué que ça, parce que comme je l'ai dit, le Barça s'est retrouvé l'année dernière en fin de saison avec des moments où tu es obligé d'aller faire les fonds de tiroir pour aller faire ton 11. Oui. Et là, si l'année prochaine tu te retrouves pareil avec ce fameux jeu énergivore des mecs qui te manquent, bah Fermín Lopez, là pour le coup tu dirais pas non. Maintenant, on est aussi dans l'ère où le financier est aussi important, voire plus important que le sportif. Donc, ok. Surtout que vu le tirage de la première phase de groupe en Champions League, ils vont vraiment pas s'épuiser. Hein. Oui, je pense que ça devrait passer. Pour eux. Ah oui, eux, ils sont top 8. Limite, pour moi, c'est le seul club qui est top 8 là, d'office. Peut-être Arsenal. Arsenal, oui, de mémoire, ils ont un tirage quand même qui est pas fou. Oui, mais ils sont supérieurs à quasiment toutes les équipes à 2 matchs près, voilà. Ah bah c'est sûr que le PSG aimerait bien avoir le calendrier du Barça. Même si encore une fois. Oui, mais tout le monde aimerait le calendrier du Barça. Tous les chapeaux 1 et 2. Nous remets pas une pièce parce que là sinon tu vas nous énerver les supporters barcelonais qui vont encore dire qu'on les voit, on va dire pas victimes d'un complot mais au contraire. Donc non, on va rester là-dessus. Oui, et attends, ils ont affronté Benfica 15 fois l'année dernière, tu vois, ils font les malins, tu vois, donc et ils ont réussi à avoir des erreurs d'arbitrage en leur faveur. C'est vrai que ces dernières années, ils ont pu avoir 2-3. Oui, mais l'année dernière, ils ont eu des erreurs d'arbitrage face à Benfica quasiment à chaque match. Donc, mais vu que Benfica avait eu des erreurs d'arbitrage contre l'AS Monaco, ça compense, non? Ça compense?
Non. Non, non, ok. Bah, j'aurais tenté. Ça n'allait nulle part, Benfica, de toutes les façons. Donc, oui, au final, ils ont passé Monaco, mais au final, ça n'a pas été plus loin. Bon, allez, vas-y, je te propose le sujet suivant. Le sujet suivant, on retourne en Ligue 1 avec Georges Mikotadze à Villarreal pour 30 millions d'euros. Et on pose la question, est-ce que l'OL peut se remettre de ce départ à 2 jours de la fin du mercato? Et à 2 jours aussi d'un OM-OL, enfin OL-OM. Mais si tu gardes Malik Fofana, ça va. Donc, tu es en train de faire un teasing. C'est bien, tu nous fais un petit teasing pour la suite de notre mercato live. Mais bon, on va essayer de décorréler les deux. Là, on va dire dernière ligne droite du mercato, tu perds ton numéro 9, on va dire titulaire. Tu prends le bon chèque. Maintenant, est-ce que Lyon va remettre de l'argent sur un numéro 9? Mais le truc, c'est que Textor, il a combien sur le... T'es sûr que si dès qu'on met Textor dans l'équation, forcément, ça pose problème. Textor, il touche quelque chose dans ce transfert. Ça, je sais pas. Là, pour le coup, je sais pas. Mais c'est vrai que si en plus faut compter la com de John Textor, oui, bon, là, ça risque d'être compliqué. Mais là, spontanément, tu penses que Lyon va pouvoir, je suis en train de revérifier pour voir leur effectif, en termes de numéro 9, t'as rien, en fait. T'as rien du tout si Mikotadze départ. Donc, t'es obligé, pour moi, factuellement, de remplacer. Mais ils doivent déjà avoir des plans, sinon... Tu penses? Toi, spontanément, tu penses que s'ils le lâchent, c'est qu'ils avaient quand même au moins un ou deux noms. Un bon plan. Après, je pense que les 30 millions, ils s'y attendaient pas. Et de toute façon, oui, au niveau du marché, quelqu'un te propose 30 millions, mais tu sautes. Et puis 30 millions de Villarreal, c'est pas toutes les semaines que Villarreal met des chèques comme ça. Hein. Ouais. 30 millions, c'est beaucoup. Villarreal, il joue la Champions League, donc. Il joue la Champions League, t'as raison. Donc toi, spontanément, quand on te dit que Villarreal récupère Mikotadze, toi, tu penses que l'OL va pouvoir se remettre de ce départ-là? Parce que, ok, même à la limite, tu le remplaces, c'est une chose, mais il faut le remplacer qualitativement. Mikotadze, l'année dernière, je vais reprendre la saison, mais la saison dernière, c'est beaucoup de buts quand même. Hein. Ouais. Hop, attends, je reprends. Attends, les stats de l'année dernière pour l'ami Mikotadze, voilà, je les ai. C'est 47 matchs, 17 buts, 11 passes D. Donc c'est pas rien quand même, tu vois, pour un. Et en plus, il a manqué certains matchs. Il a encore une marge de progression. Pour moi, là, c'est un vrai coup dur pour l'OL là. Mais je crois qu'il pense que t'as toute une ligne d'attaque à refaire de toute façon depuis que la Casette est partie. Donc, oui, mais bon, là maintenant, là factuellement, tu te retrouves avec ton buteur qui se barre, 2 jours du mercato, et en plus, je l'ai dit, il y a un Olympico dans 2 jours. Franchement, le timing, il est quand même pas bien chaud. Lyon, quelque part, ils sont pas en mode survie, ils sont en mode on limite les dépenses. Et si on peut déjà, je crois que le premier point d'inquiétude au début du mercato au mois de juin, quand tu vois que la Casette est partie et autres, c'est déjà te dire est-ce que Lyon se sauve, tu vois, c'était le premier truc. Là, sur les premiers matchs, on a quand même un fond de jeu parce que Fonseca, quand même, il a des idées. On voit que ça match. Malik Fofana est vraiment pas mal. Pour moi, voilà, c'est plus sur cet aspect-là. Parce qu'il y a eu des moments où Mikotadze, il n'a pas joué spécialement l'année dernière, tu vois, donc. Non, t'as raison. En fait, voilà. C'est ce qu'on disait. Ils savent faire sans lui. Pardon, vas-y. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je disais qu'ils savent faire sans lui. Oui, ils savent faire. T'as raison. Ils savent faire sans lui. Maintenant, c'est plus parce que le début de saison, on va dire, je pense que le passage de Metz à Lyon avec aussi les ambitions un petit peu différentes, je pense qu'il a peut-être eu un peu de mal au départ. Et j'étais d'ailleurs vachement critique au départ. Mais au fur et à mesure de la saison, tu vois que non seulement tu vois le niveau du garçon, voilà, qui s'est adapté, et tu vois une certaine efficacité. Et là, on va dire avec la première saison du gros club entre guillemets français passé, pour moi, oui, il avait tout pour, on va dire, faire la saison à 20 buts et être parmi les meilleurs buteurs de la fin de saison. Donc c'est pour ça, à moins que Lyon ait vraiment, comme tu l'as dit tout à l'heure, ait déjà planché sur un successeur, auquel cas pas de problème. Mais si là tu te retrouves avec 48 heures pour remplacer un gars qui potentiellement te met 20 buts
sur la saison à venir en Ligue 1, qui avait déjà marqué en plus sur la saison qui a débuté. Moi, je la place. Bien sûr que Lyon n'avait pas le choix. Mais n'empêche que dans le timing, peut-être que tu pouvais le faire partir plus tôt et avoir un peu plus de temps pour faire la marge. Tu vois? Mais peut-être qu'il n'y avait pas d'offre spécialement. Non, t'as raison, il n'y avait pas d'offre. Maintenant, si tu sais qu'à un moment donné, voilà, sans spoiler notre débat, tu sais que soit lui, soit Fofana doit partir. Bon, je sais pas, mets une deadline. Tu vois, tu mets une deadline au 20 août, passer le 20 août, s'il y a personne qui a fait d'offre correcte, ouais, les gars, on les garde, tu vois. Et là, tu te retrouves un peu dépendant du truc. Alors, ok, 30 millions, c'est pas mal, parce qu'en plus, Mikotadze, il a coûté 18 ou 19. Donc, en plus, tu fais une plus-value, c'est pas mal. Mais sportivement, moi, j'ai entendu déjà pas mal de gars, de supporters lyonnais qui font véritablement la gueule. Parce qu'encore une fois, il y a le match contre le Marseille dans 2 jours. Oui. C'est vraiment osé de leur part. Maintenant, voilà, moi, j'entends pareil que toi, t'es pas si inquiet que ça. T'attends de voir le remplaçant. Oui. Donc toi, t'as un nom en tête d'un joueur. Alors pas du tout. Vu Lyon qui joue l'Europe et tout, je pense qu'il y a quand même l'opportunité d'aller se faire prêter des bons joueurs chez les gros. Voilà. Ouais, Neil Maupay, on peut leur prêter du côté de l'OM. Je suis pas sûr que Neil Maupay, ça soit le joueur qui. Ah non, pas en France, oui. Je pense que ça va être compliqué. Donc non, mais ok. Voilà, on va faire confiance à la cellule de recrutement. Peut-être que. Et Neil Maupay, il a quand même fait Nice, Monaco, OM, tu vois, et personne lui dit rien. Il fait Monaco, Maupay? Non, il fait Nice, c'est juste. Non. Nice Saint-Etienne. Saint-Etienne, Marseille. Bon, c'est déjà pas mal quand même. C'est 3 clubs qui peuvent pas se stacker. Donc c'est pas mal. C'est un bon début. Ok. Bon, bah écoute, je vais te faire confiance pour Mikotadze. On va voir. Faites-nous rêver, hein, Oui, 30 millions, c'est une belle vente, tu vois, quelque part. Moi, on dit 30 millions, moi, je l'accompagne. J'aurais eu la même réaction. Je suis assez d'accord. Et dernier point, tu penses que ça fait combien de buts en Liga, Mikotadze? Ça fait sa dizaine ou ça fait plus? Oui, 13-14. Ok. Vas-y, moi je te suis. Je le vois marquer sa dizaine. Villarreal en plus, ça joue plutôt pas mal. Donc oui, je pense qu'il va avoir des occasions. Ok. Bon, allez, je te propose le sujet suivant, qui est Mehdi Taremi laissé libre par l'Inter Milan. Et on pose la question, est-ce qu'un club français devrait se positionner? T'as dit quoi? Mais tiens, il y a un club qui cherche un attaquant. Bah, écoute, là, on vient d'en parler. Est-ce que, par exemple, pour Lyon, qui perd un Mikotadze, tu prends un Taremi? Oui, c'est un peu le coup. Hein. Bah, après, il y avait son fantôme à l'Inter, c'était pas celui de Porto, mais Porto. Et en plus, Porto, ils sont limite très costauds, c'est en début d'année, là. Mais. À Taremi à l'Inter, c'était compliqué, hein. Ouh là là, c'était très 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 compliqué. On parle d'un gars. Attends, voilà, j'ai des stats là. On parle d'un gars qui a marqué 43 et qui a fait 43 matchs, 3 buts, 9 passes. T'as raison. On n'a pas les minutes de temps de jeu, mais quand même 43 matchs, 3 buts. Putain, ça fait quand même la gueule quand t'es un numéro 9. Hein. Donc, est-ce que toi, tu penses qu'un club de Ligue 1 devrait se positionner pour essayer de le prendre? Mais Lyon, justement, voilà, Lyon, justement. Lyon, justement, un Nice, par exemple, qui a perdu un Guessant, par exemple, tu vas pas chercher un Taremi? Ils ont un jeu restrictif pour lui, tu vois. Ouais, c'est un peu restrictif, je suis d'accord, les Niçois, c'est restrictif. Mais quand même, je sais pas, moi-même, bon, Monaco, non, je le vois pas. L'OM, je le vois pas non plus. Bon, Paris, non. Lille, bon, bah non, maintenant qu'ils ont Giroud et qu'ils ont Imagine, non. Ok. Oui, non, c'est vrai qu'après, il reste pas grand-chose. Il restait Nice et Lyon, quoi. Donc, Lyon, tu dirais pas non, par exemple? Ah non, Lyon, tu dis pas non. Tu dis pas non. Ok. Mais sinon, par contre, tu vas pas chercher plus loin avec Taremi. Non, tu vas pas chercher plus loin. Il a besoin de jouer l'Europe, tu vois. C'est des gars qui ont quand même l'habitude de jouer des compétitions européennes. Ouais, donc par exemple, un Auxerre dont on a parlé tout à l'heure qui perdrait un Sinayoko, ils peuvent pas aller. Non, mais ils ont pas les moyens. Il achète la vie, le tard. Oui.
Et je pense que ça serait un peu compliqué peut-être pour lui. Non, mais ok. C'est vrai qu'en y regardant de plus près, les clubs de Ligue 1 qui peuvent avoir on va dire un CV un peu un minimum intéressant pour un attaquant de ce calibre, ouais, il va pas y en avoir beaucoup. Mais bon, j'aurais bien aimé parce que je pense que les 43 matchs et 3 buts qu'il a marqués l'année dernière, je pense qu'il mérite mieux. Donc je pense que c'est pas il mérite vachement mieux. Voilà. Ouais, je pense que c'est pas son réel niveau. Maintenant, franchement, c'est pas si con. Hein. À la place de Mikotadé, tu prends Taremi. J'avoue, c'est pas si déconnant. Je sais pas si les supporters lyonnais, dites-nous en commentaire si. Après, s'ils ont des noms, les supporters lyonnais, on prend. Hein. Ah, je sais pas. Sinon, on peut faire revenir Karl Toko et Kambi, non? Je sais pas. Laisse-le où il est. Oui, non, je crois qu'on va le laisser. Je te rappelle qu'il y a un grand fief algérien à Lyon, donc je suis pas sûr que ce soit le bon endroit pour Karl Toko. Oui. Non, je pense qu'il faut arrêter. Non, je pense que c'est pas une bonne idée. J'ai essayé de voir, on sait jamais, peut-être, tu vois. Mais c'est vrai que Karl Toko, non, ça va être compliqué. Mais Bida, je suis pas sûr que les Algériens nous autorisent à faire un pèlerinage là-bas, mais on devrait organiser un pèlerinage camerounais. Oh, dans quelques années, peut-être. Avec le temps, ça sera passé, peut-être, ils seront passés à autre chose. Ouais, je pense quand même qu'on risque de finir accompagné dans le désert, tu vois. Donc, faites gaffe. Là, dans l'immédiat, en tout cas, le pèlerinage à Blida, non. Mieux vaut pas. Attendez un petit peu. Donc, non, pour conclure, pour Taremi, ok. Je vois, il n'y a pas d'enthousiasme, Lyon, et voilà. Sinon, merci, finis ta carrière où tu as envie, mais pas en Ligue 1. Si je comprends bien, pour l'ami Taremi, on va pas aller chercher plus loin. Ok. Bon, bah, écoute, il t'inspire pas grand chose, celui-là. Je vais te proposer un autre. Je vais te proposer Rodrigo Mora, proche d'Al-Ittihad. Et on pose la question, est-ce que le joueur de 18 ans compromet sa carrière avec ce transfert? Le Renato Vega est parti, il est revenu? Ouais, il est revenu. Il vient de revenir cet été. À Porto, il s'ajoute pas mal. Donc toi, spontanément, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il peut partir et revenir dans la discussion dernièrement. Moi, je t'ai dit, le truc, c'est que moi, j'ai une posture on a parlé aussi de Duran. Voilà, la conversation. Ouais. Et pour moi, c'est juste j'ai toujours considéré que même les Africains et les Sud-Américains qui ont commencé à signer en Europe, c'était pas juste une histoire de faire les plus grandes compétitions du monde. C'était plus financier à la base, quoi. Voilà. Les gens, ils suivent le flux de l'argent. Hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y a juste la Chine qui est pas une terre de foot, mais les pays du Moyen-Orient, quand même, c'est des terres de foot. D'ailleurs, c'est pour ça que le championnat, ils sont déjà un peu plus profs. C'est pour ça que ça prend mieux. Donc toi, si je comprends bien, là, dans ce débat-là, ce que tu me dis, c'est que il y a le financier et que le Rodrigo Mora, il pense aussi, comme beaucoup de joueurs, et c'est pas forcément mal en soi de penser aussi à ses conditions salariales, et que, on va dire, un bon chèque plus le salaire pendant une ou deux saisons, et derrière il peut revenir. Donc toi, pour toi, il comprend. C'est surtout que à son positionnement partout dans les grands clubs en Europe, les places sont prises. Tu vois, voilà, c'est pas comme s'il avait. Mais rester une saison de plus à Porto, c'est pas possible. Mais là, il a une opportunité au niveau salaire. Je sais pas combien on multiplie. D'accord, mais sauf qu'attends. Ok, je veux bien pour certains joueurs, t'as raison, tu l'as dit pour Duran par exemple. Ok, je peux entendre. Par contre, là, on parle d'un gars qui a 18 ans. Donc le train, il va repasser en fait. Normalement, logiquement, c'est une pépite du football mondial. Logiquement, c'est pas juste là, il y avait cette offre-là que tu pouvais pas laisser passer. Tu vois, un Simakan par exemple, qui part en Arabie Saoudite. Ok, tu peux te dire, bon, le gars, il est pas sûr forcément d'avoir le train qui repasse. Là, le Rodrigo Mora, pour moi, en plus, je l'ai vu jouer, c'est un très beau joueur de foot. Ouais. Pour moi, mais largement, il reste une saison supplémentaire à Porto, et l'année prochaine, il peut repartir avec le même salaire, voire même mieux. Hein. Oui. Donc, toi, tu te sélectionné en la Coupe du Monde, ouais. C'est ça, parce que là, par exemple, factuellement, la Coupe du Monde, tu penses qu'un Rodrigo Mora, il va pouvoir être appelé dans les 23? Mais jamais, pour moi. C'est pas 26? Bah, 26 peut-être. T'as raison. Je crois que c'est 26. Mais avec la concurrence que tu as au Portugal,
Ok, je veux bien. Hein, il y a le totem Cristiano Ronaldo qui est en Arabie Saoudite, très bien. Mais sauf qu'après, ils vont. Je pense pas qu'à partir du moment où tu pars à Al Ittihad à 18 ans, tu puisses prétendre à une place en sélection nationale portugaise. Donc pour moi, il se met de côté. Alors peut-être que c'est trop fort, le compromet sa carrière, parce que tu l'as dit, tu as pris le premier exemple qui est venu, qui est Gabi Vega, qui est revenu après 2 ans là-bas. On va voir ce que ça va donner. Donc tu peux revenir, mais est-ce que sportivement tu y perds pas en fait à partir N'Golo Kanté, il est revenu. Après, c'est un mec particulier, N'Golo Kanté. D'ailleurs, il y a des discussions avec Monaco, tiens. Maintenant que tu parles de ça. Bah, si Monaco peut récupérer N'Golo Kanté, je vais pas te mentir, là, ça serait une sacrée belle recrue pour moi. Oui, là, on affiche notre ambition si Kanté, il nous fait ce plaisir-là. Ah oui, c'est ça. Donc là, pour toi, non, voilà, il va prendre son chèque et reviendra dans 2 ans et ça sera juste une péripétie dans sa carrière. Et on les a vus jouer en mondial des clubs, c'est pas ridicule les clubs. Oui, mais après c'est la question de la compétitivité. C'est-à-dire que l'équipe en soi, je vais aller dans ton sens, l'équipe en soi, quand tu regardes le 11, plus ou moins ça tient la route avec 6, 7, 8 joueurs, on va dire de très haut niveau. Maintenant, les 2, 3, 4 joueurs de niveau très faible que tu peux retrouver, force est de constater, est-ce que ça te rehausse le fameux niveau de championnat? C'est un Pierre-Emerick Aubameyang qui disait que clairement le niveau là-bas était quand même pas dingo non plus. Ah oui, plus l'engouement dans les stades, tu y vas pour l'argent. Hein. Oui, tu n'y vas que pour l'argent. Donc sportivement, l'argent, enfin financièrement génial, mais sportivement pour moi tu y perds. Et c'est pour ça que, alors peut-être pas compromettre sa carrière, peut-être que c'est un peu trop fort, mais pour moi on va dire, il va perdre du temps. Il perd du temps dans sa progression. En attente pendant 1 an ou 2, mais après, c'est peut-être pour mieux rebondir parce que ce type de club, on va quand même te demander d'avoir des grands formes et autres. Sinon, tu vas te retrouver avec un prince qui décide de te payer tes dernières années de contrat et te faire dégager. Oui, mais alors, tu as raison d'un côté, mais est-ce que ça va pas finir en mode Joao Félix, en mode tu pars trop vite, trop tôt, on te sort de ton, on va dire, de ton cocon et de là où t'as progressé et où t'es venu au foot. Pareil, hein, je mets les stats. Hein. On parle d'un gars qui est international, juste U17, qui jouait l'année dernière la Youth League. Donc on parle vraiment d'un très jeune joueur. Il vient de fêter ses 18 piges. 18 piges partir aussitôt. Ah, j'avoue que pour moi, j'avoue peut-être que je suis à l'ancienne, hein, mais je trouve que c'est con et je pense qu'il compromet un petit peu sa carrière et en tout cas sa progression. Mais les nouvelles générations, je crois qu'elles jouent au foot pour l'argent. Hein. T'as pas l'impression qu'il y a une passion démesurée chez. Peut-être qu'on est un peu trop éloigné on est dans l'idéalisme, mais on a fait une génération pour qui le foot c'est un métier, tu vois. Et on a plein d'interviews d'anciens qui ont ce sentiment-là. C'est que la nouvelle génération, elle joue pour le fric. Voilà. Il n'y a plus d'attache spécialement à un club ou à un autre. Non, mais après, je vais pas te mentir, hein, c'est pas faux ce que tu me dis. Hein. La manière on va dire de voir le football par les jeunes générations, je suis d'accord. Il y a ce sentiment on va chercher le contrat et puis on verra par la suite. Maintenant, oui, pour moi les deux sont liés en fait. C'est-à-dire que tu peux penser à ton contrat, c'est une chose, mais la progression financière, ce qui va te faire avoir ce fameux contrat, c'est le terrain. Et si sur le terrain, tu commences à prendre les mauvais choix, moi, ça me paraît compliqué. Mais bon, écoute, pareil, hein, sur celui-là aussi, tu as envie de faire confiance. Écoute, on va faire confiance aux gamins. Ouais. Maintenant, juste, tonton Georges Mendes, il s'est encore pris une belle com dans cette histoire. Hein. Ah oui. Non, ça, c'est juste pour l'anecdote. Allez, on passe au dernier sujet. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Le dernier sujet, c'est Malik Fofana reste à l'OL. Et on pose la question, là, pour autant tout à l'heure, on était un petit peu plus dur pour les Lyonnais. Est-ce que c'est la meilleure nouvelle du mercato lyonnais? Ah, pour l'instant, oui. T'as peur de plan, et après, dans le plan de Lyon, à mon avis, il se disait que c'était le premier qui part et derrière, tu peux faire signer tes plans B que tu dois avoir à foison parce que
au passage de la DNCG et derrière les restrictions, Lyon s'inquiétait plus de est-ce qu'ils vont se sauver avec un effectif cohérent. Voilà. Alors c'est sûr. Maintenant, là je vais te poser la question, est-ce que c'est plus difficile de remplacer Fofana ou Mikotadze? C'est plus difficile de remplacer Fofana. Donc, on va dire, c'est pour ça qu'aussi j'amène la question sur la meilleure nouvelle du mercato lyonnais, c'est que là tu perds Fofana, comme on vient de le dire, c'est hyper difficile de le remplacer. Le 9, c'est compliqué aussi, mais c'est peut-être un poste qui est quand même un peu plus simple à remplacer qu'un gars de côté qui est explosif, qui peut être déroutant. Et là, pour le coup, ce genre de joueur-là, ça coûte très cher. Il est en santé en plus. Oui, et en plus en bonne santé, en plus, qui est jeune. Que je vais partager les stats, mais c'est un jeune joueur encore. Hein. Malik Fofana, on a l'impression que il en a 26-27, mais en fait, Malik Fofana, il a été 20 ans. Donc c'est encore un minot. Donc pour moi, oui, la meilleure nouvelle du mercato lyonnais. On verra peut-être en fonction des arrêts, peut-être le Tyler Morton dont on a parlé tous les deux, qui pour l'instant plutôt bien. Il y a peut-être les Tchèques qui sont arrivés aussi, qui sont peut-être bien. Mais pour moi, la meilleure nouvelle, vraiment, c'est garder Fofana, parce que en début de mercato, tu l'as dit, il devait partir en fait. Donc là, tu te retrouves pour débuter la saison, t'as ton meilleur joueur peut-être sur le terrain. Ah ouais, pour moi, c'est la vraie bonne nouvelle de Lyon. Et pour ça, pour moi, Lyon peut même avoir des ambitions de faire top 4 et de faire un vrai joli parcours en Europa League. Ah oui, là, il y a de la place. Il y a la place. Et vu qu'en plus, de l'autre côté, tu vois, le contexte de la Ligue 1 fait que, tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup d'argent, les droits télé, c'est manquant, il n'y a pas beaucoup de clubs qui se sont vraiment énormément renforcés. À Lyon, ok, faudra attendre vraiment la clôture du mercato pour être bien sûr de l'effectif. Mais si on reste là-dessus avec juste ce départ de Mikotadze, mais Fofana qui reste, pour moi, Lyon s'en sort vraiment bien. Surtout il s'en sort super bien au mois de juin. Tu vois? Mais, et toi, spontanément, tu vois quoi? Tu vois Lyon être en capacité de pouvoir tenir ces objectifs-là, top 4 de première de Ligue 1, aller loin, ou au contraire, il manque encore des joueurs. Top 4 de Ligue 1, ça va être compliqué. Ouais. Parce que mine de rien, remplacer Lacazette, je suis pas sûr qu'ils aient vraiment le. Lacazette, c'est une assurance de 15-20 buts par saison. Ça, c'est vrai. Là, on va pas se mentir, c'est pas. Enfin, il y a une différence. Mais l'explosivité, ce que tu peux gagner avec un Fofana, pour moi, tu vas t'en gagner plein des matchs avec Fofana. Donc moi, non, spontanément, moi j'ai envie de te dire que c'est la meilleure c'est la meilleure info. Oui, c'est la meilleure réussite parce que tu le voyais partir en fin de saison dernière déjà. Ah voilà, c'est ça. Donc là, pour moi, Lyon peut avoir des vraies ambitions. Maintenant, tu crois pas, dernière chose, hein, un club anglais qui arrive le dernier jour et qui pose 50 millions, tu crois ou tu crois pas? Qui pose combien? 50 millions. Oh, c'est pas assez, vu les tarifs qu'ils pratiquent. À 50, c'est pas assez. Toi, si t'es Lyon, tu le laisses partir à combien? 60. Ok. Ah, écoute, il faudra voir s'il est montré dans un club qui a joué l'Europe et bon, tu peux demander plus. T'as le jeune Allemand là qui est parti pour combien? 60? Voire même plus, je crois. Voltemade là, qui est parti à Newcastle. Je crois que c'est 80, je crois. Hein. 80 avec bonus. Ouais. Avec les bonus, ouais. Et t'as raison, ça reste un hyper jeune joueur qui a quasiment aucune référence. Donc, il a fait l'Euro Espoir, à part ça. Voilà, c'est ça. Il a fait un Euro Espoir. Donc oui, à présenter comme ça, tu peux demander 60 millions. Maintenant, je pense que là, on terminera là-dessus. Je pense que si Lyon vient perdre Fofana après avoir perdu Mikotadze, là par contre, là c'est fini. Bon, ça va, ils ont déjà 6 points. Il restera une vingtaine. C'est quoi, t'avais peur qu'ils descendent? Oui, non, là, d'accord, quand même pas. Ils vont peut-être pas descendre quand même. Parce que t'as quand même des équipes qui me paraissent bien faibles. Metz, par exemple, ça va être compliqué d'arriver à ce point.
d'arriver à se maintenir. Donc ok, toi t'es plutôt, on va dire, si on regarde bien sur les deux sujets lyonnais, t'es plutôt optimiste pour la saison lyonnaise. Je suis serein, voilà. Ah oui. Bah, c'est assez rare de t'entendre dire que t'es serein pour l'Olympique lyonnais. C'est assez rare. C'est pour ça que je le note. Oui, je suis pas incisif aujourd'hui, tu vois. On a évité les sujets qui me fâchent. Oui, mais quand même. Je remarque quand même que les deux sujets lyonnais, bon, ça va, tu nous les as pas égratignés, t'as été. Non, il y a des sujets qui m'égratignent. Là, tu m'aurais parlé du Cameroun et de la sortie du coach. Ah, tu veux lâcher un petit quelque chose sur Marc Brice avant Non, j'aurais craqué, on va garder ça pour un autre jour. Voilà. Ok, on peut comprendre, on respecte. Juste pour ceux qui n'ont pas l'info, Marc Brice nous a fait encore une belle dinguerie en conf de presse aujourd'hui en parlant d'Hugo Ekitike. On vous laisse aller découvrir. Il a tous les jeunes joueurs que le public et les connaisseurs de foot africain voulaient potentiellement voir chez les Lions indomptables parce que c'est une génération. Déjà, il a de la chance que Baleba ait décidé de venir là. Il fait le malin. Momo n'est plus blessé alors qu'il était blessé en fin de parcours avec Rico Berson. Donc, il se retrouve avec deux joueurs qui te changent carrément la dynamique parce que ça fait, si tu fais un 11 d'Africains en ce moment, mais je pense que tu peux mettre un Momo sur un côté. D'ailleurs. Mais non, le problème, c'est que Mohamed Salah est sur le même côté que lui. Donc, ben, il joue à droite, c'est un gaucher. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, tu peux pas, si je comprends bien. Non. Ouais. Okay. Non, mais ok. Non, mais je sens que cette CAN, cette préparation à la CAN, on en a parlé juste en off en plus, cette préparation à la CAN et du Cameroun et de la CAN en soi, je pense qu'on va avoir pas mal d'histoires à se raconter dans les prochaines semaines. Je pense qu'on va bien s'amuser. Bon, et ben écoute, merci à toi mon copain. Merci à toi d'avoir participé à ce petit débat. Tu le sais, tu reviens quand tu veux. C'est copains. S'il y a des gens qui ont des commentaires, parce que nous on fait les lives en direct sans assistance de ChatGPT ou d'autres trucs là. Non, c'est tout avec la tête. C'est tout avec la tête et c'est tout avec le cœur aussi, avec la passion foot. Donc voilà, nous on n'a pas besoin de ChatGPT pour nous expliquer ce qu'on voit. On a assez, je pense, de culture foot pour arriver à décrire ce qu'on voit. Et pour la CAN, encore une fois, je pense qu'on va avoir 2-3 trucs sympas à se raconter avant le début de la compète. Donc oui, mais déjà on a le premier tour de la Champions League, la CAN va arriver. Voilà. La saison. Hakimi, il n'est pas ballon d'or africain. Donc. Ok, c'est bien pour terminer le débat, c'est parfait. Amis marocains, allez-y, lâchez-vous en commentaire. On va faire aussi un petit débat ballon d'or. Et sans insulte. Ah non, par contre, oui, ça, là, par contre, on est obligé de préciser, sans insulte, rien du tout. On parle, on discute, on peut ne pas être d'accord, mais clairement, on reste dans le respect de chacun et chacun peut avoir son avis. Donc, même s'il y en a un qui a envie de mettre Lassine Sinayoko comme ballon d'or africain, bah écoute, on va le respecter. Bon, par contre, c'est peut-être un peu osé. C'est peut-être un petit peu osé. Bon, merci à toi en tout cas, mon copain, d'avoir participé. Et puis bah nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, c'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous donne envie de continuer. Et puis vous gardez en tête qu'OFC Copains, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains.